Alors, j'ai pas dit, mais la méditation, c'est pas pour régler certains problèmes qu'on a. Parfois, on médite, puis on se dit, j'ai médité sur une solution. Et des fois, il y a des personnes qui méditent comme ça. Donc, ils ont, je sais pas, une situation compliquée à essayer de démêler, à essayer de résoudre. Donc, il dit, je vais me poser, je vais méditer pour trouver une solution. C'est pas ça, la méditation. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et quand je vous ai expliqué tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on est heureux de rien faire? Oui. Ça veut dire que la méditation, on devrait faire tout le temps. Parce que si vous êtes heureux de rien faire, donc la méditation devrait ne pas être une contrainte. Dire, encore, il faut que je médite ce matin, je dois me réveiller tôt. Vous êtes bien si vous méditez, donc si vous réveillez tôt pour méditer, vous serez bien dans la logique. D'accord? Donc il faut donner du sens à ça. Si vous goûtez un plat et que c'est bon, vous allez goûter le même plat la prochaine fois. Vrai ou faux? Les nems, par exemple, vous aimez? Oui? Ok. Alors, si vous aimez les nems, on va méditer. Pas sur les nems. D'accord? Vous aimez les nems, donc on va méditer. Mais si vous pensez aux nems, c'est fini pour vous. Ça va? Ça va comme méditation? Ok? Donc, on va reprendre la posture. D'accord? Que ce soit l'odeur, que ce soit l'image, que ce soit les lettres qui composent le mot. Donc, soyez honnêtes. Ok? Donc, quand nous méditons, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Okay? Donc, on va faire 10 minutes. C'est beaucoup ou pas? 10 minutes pour ne pas penser aux nems. Bon, faites du mieux que vous pouvez. Ok? Donc, si vous pensez aux nems, vous savez que vous avez échoué à la pratique. Donc, vous revenez pour pratiquer. Ok? Donc, ne comptez pas le nombre de nems. C'est pas l'objectif, ni quoi que ce soit. Voilà, vous êtes complètement dans l'ouverture. Ce qui se réveille, laissez les choses se réveiller. Ce qui doit rester en vous, ça doit rester en vous. Ce qui doit être vécu, vous allez vivre. D'accord? Si vous voyez que vous êtes en train de bloquer, d'interdire, c'est que vous trichez. Ok? Ça va? On peut commencer avec les nems? Ok, on reprend la posture. Donc, prenez quelques instants pour regarder votre posture, si vous avez les quelques points là qu'il faut respecter. Oui. Dans la méditation, on pense ou on ne pense pas du tout? J'ai rien dit. Si les pensées arrivent, vous laissez les pensées arriver. Mais si vous provoquez les pensées pour qu'elles arrivent, là, c'est pas bon. Si vous provoquez, c'est pas bon. Si les pensées arrivent, vous laissez, vous observez les pensées. Mais si derrière une pensée passe et que vous construisez une autre pensée derrière, ça, c'est pas bon. D'accord? Mais si vous construisez une pensée derrière parce que c'est trop fort, c'est plus fort que vous, vous devez observer que vous êtes en train de fabriquer, de déclencher la pensée. Vous voyez? Vous dites, tiens, j'ai déclenché une pensée derrière la première pensée. Et vous devez voir simplement ici tout ce qui va se passer, provoqué ou non. Parce que c'est compliqué de dire
je laisse les pensées vivre à ce moment-là. À des moments, on va provoquer. Vous voyez ? Donc, il faut prendre conscience qu'on provoque. C'est-à-dire, ne vous laissez pas emporter par un phénomène qui a été provoqué. Et vous rentrez dans le phénomène. Et vous êtes prisonnier de ce phénomène-là. Est-ce que vous voyez la subtilité ? Hein ? Donc, ça ne va pas réussir du premier coup, ce n'est pas grave. Prenez juste conscience à ce moment-là. Il n'y a rien, voilà, de mauvais ou de bon. Juste laissez les choses vivre. Et si vous devez vivre parce que c'est plus fort que vous, prenez conscience que c'est plus fort que vous. Que vous allez juger quelqu'un, juger un son, vous attacher à une image. Observez que vous êtes en train de vous attacher à une image. Oui. Dès que vous observez, c'est OK. Vous êtes libéré. Dès que vous observez que vous êtes en train de vous attacher, vous vous libérez tout de suite de l'image. Vous sortez directement. Donc c'est ce mécanisme-là qu'on va essayer d'apprendre. C'est pour ça que si vous voyez les nems, prenez conscience, oui, là, je vois. D'accord ? Et petit à petit, vous verrez, les choses vont se réajuster très naturellement. Dès qu'on reconnaît, on libère. Dès qu'on reconnaît, on libère. D'accord ? Oui. Mais le lâcher-prise, faire le vide mental. Oui. Moi, j'ai réussi à faire le vide mental chez moi, et puis en voiture, je me dis, tiens, je vais faire le vide mental. Ça s'est terminé en tête à queue. et ça m'a fait peur. Je pense... déjà définir ce que c'est que le vide mental. Vide mental, c'est ne plus penser, est-ce que c'est ça ? Ne plus réfléchir, est-ce que c'est ça ? Ne plus percevoir intérieurement, est-ce que c'est ça ? Ne plus sentir, est-ce que c'est ça ? Ça veut dire rien. Ne plus exister. Je ne sais pas si c'est ne plus exister, mais lorsque nous méditons, il n'y a pas de condition. Sachez-le, quand vous méditez, il n'y a pas de condition. Si vous commencez à poser des conditions dans votre pratique, vous n'êtes pas dans la méditation. Il n'y a pas de condition. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on ne fait rien. Si on pose des conditions, on fait quelque chose. Si on ne fait rien, il y a... C'est pour ça que vous êtes content quand vous ne faites rien. Ok ? Donc, on revient sur les nems. Reprenez la posture et on va faire cette pratique. Est-ce que votre méditation était hors de cette vision, de cette image des nems ou pas ? Ou est-ce que vous êtes tombé dedans ? Non ? Non, ça veut dire quoi ? Vous êtes tombé dedans ? Ah, pas du tout. Ah, voilà. Alors, cette expérience, c'est une expérience qu'on peut réaliser dans notre pratique de méditation, mais bien comprendre que la méditation, il n'y a pas de condition. Là, on a posé une condition. Et on a posé une condition. Alors souvent, comme des enfants, quand on interdit quelque chose, ils ont toujours cette tendance à partir, à braver l'interdiction. Nous fonctionnons comme ça. C'est pour ça qu'on dit toujours, lorsque nous détestons quelqu'un, on voit souvent son image.
Vous aimez ou vous n'aimez pas? Si vous aimez, c'est que vous voulez voir son image. Mais si vous n'aimez pas, vous ne devez pas voir. Mais comment ça fait? Cela se fait-il? Vous voyez. C'est ça qui est bizarre chez nous. Pourquoi? Parce qu'on retient sans arrêt. Quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, eh bien on bloque. Ça reste bloqué à l'intérieur. Et quand ça reste bloqué à l'intérieur, forcément, on vit avec. Mais on vit avec quelque chose qu'on n'aime pas. Donc on va vivre contre. Ce n'est plus avec. On va vivre contre quelque chose qui est chez nous, qu'on n'aime pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas méditer dessus. Pour pouvoir méditer dessus, il faut ouvrir la porte et lâcher. Lâcher, ça veut dire qu'on doit, nous, considérer que les personnes qu'on n'aime pas, qu'on n'aimait pas avant, ben on les aime aujourd'hui. Si vous considérez que les personnes que vous n'aimez pas avant et que vous aimez aujourd'hui, il n'y a plus de problème, plus de blocage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si vous voulez lâcher les personnes ou les images ou les éléments que vous n'aimez pas, il faut savoir lâcher. C'est pour ça que si vous voyez les nems et que vous lâchez les nems, il n'y a plus de nems, donc vous avez gagné. Mais si intérieurement, vous dites, il faut que je triche, je vais méditer sur ma respiration, au moins, je ne suis pas en direction des nems. Peut-être qu'il y en a qui forcent un petit peu, qui forcent ce qui est naturel chez eux, leur fonctionnement, leur tendance naturelle. Est-ce qu'il y en a qui forcent pour dire, oui, faut pas. Vous voyez, comme des jeux où on vous dit gauche, vous me regardez, je dis gauche, et vous allez lever comme moi. En fin de compte, si vous levez comme moi, vous levez la droite. Alors vous dites, je vais fermer les yeux, je vais juste entendre gauche, et bien, je réagis comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous méditez, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, la méditation, c'est pas fuir quelque chose. Mais il y en a qui l'utilisent pour fuir. Ah, j'ai une journée agitée. Au lieu de vivre la journée en méditation, la journée agitée, c'est OK. Dire, j'ai arrêté l'agitation. Mais quand j'arrête l'agitation, je me dis, je vais me cacher sous la méditation. Ça, c'est pas se libérer, c'est se cacher. Donc, si vous voulez méditer, il faut faire face à toute chose, positif ou négatif, que vous considérez, heureux ou malheureux, que vous êtes en train d'expérimenter. Eh bien, vous allez juste vous dire, c'est OK. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans tout ça? Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est parce que chaque instant, c'est chaque instant de votre expérience. Il y a juste ce mental qui dit, je suis triste, je ne suis pas bien, c'est une mauvaise personne. Il y a juste ce mental qui le dit. Est-ce que vous laissez votre mental diriger votre vie? Ou est-ce que vous dites, c'est mon cœur qui va diriger ma vie, parce que ma vie, c'est ma respiration. Donc si je ne respire plus, le cœur, il s'arrête. Donc le cœur dirige ma vie, ça c'est sûr et certain, mais pas le mental. C'est pour ça qu'il faut regarder plus votre cœur que votre mental. C'est pour ça que vous devez observer comment le mental, il fonctionne, comment vous l'avez fabriqué, comment vous l'avez formulé, comment vous avez donné ce mental un moyen pour qu'il puisse vous entraîner
On dit toujours qu'il faut qu'on entraîne notre mental, et pas le contraire. Mais si vous ne regardez pas ce mental que vous avez construit, vous serez prisonnier de lui. Et c'est compliqué. Ou pas. Le mental, c'est les nems. Vous voyez bien. C'est pour ça que quand nous méditons, nous devons laisser vivre chaque schéma, chaque phénomène, intérieur et extérieur. Et vous verrez, le sens que vous allez donner dans votre pratique, c'est un sens de lâcher prise. Il n'y a que par ce biais que vous pouvez lâcher. Juste reconnaître, sans juger, sans réagir. Laissez les choses vivre. Laissez la liberté à chaque phénomène vivre sa vie. Comme quand vous laissez une personne vivre en liberté. Vous ne devez pas obliger la personne à faire comme vous. Vous ne devez pas obliger votre mental à faire comme vous voulez. Parce que vous serez prisonnier, encore une fois, de ce que vous allez construire. Et ça donnera toute cette possibilité, en fin de compte, dans votre pratique. Gardez ce qui est utile pour l'instant et laissez partir ce qui est inutile. Tous les schémas, tous les images, tous les éléments qui habitent, qui nourrissent votre mental, qui ne sont pas utiles. Apprenez à les lâcher. Donc ce soir, faites des nems. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est dur? Oui. Acceptez que c'est dur. Donc si vous acceptez que c'est dur, ça va devenir facile. C'est parce qu'on n'accepte pas quand c'est dur que ça devient difficile. C'est dur, c'est ok. Oui. Et si du coup on laisse vivre des schémas de pensée qu'on a en nous, qu'on les observe, mais qu'on a beau les observer, ils reviennent tout le temps. Enfin, du coup, ça veut dire qu'on n'a pas lâché suffisamment longtemps. Il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous qu'on ne peut pas lâcher une seule fois. On est obligé, ça revient, on est obligé de lâcher, ça revient, on lâche, ça revient, on lâche. Jusqu'au moment où ça ne peut plus revenir parce qu'il n'y a plus rien derrière. C'est comme quand une personne vous insulte, vous ne bougez pas, c'est ok. Elle recommence, c'est ok. Elle s'acharne, c'est ok. À un moment donné, elle s'en va. Et c'est ok aussi. Mais si vous vous accrochez sans arrêt, forcément vous allez tenir. Donc, c'est pas méditer pour rester ignorant de ce qui se passe. On n'est pas indifférent par rapport à ce qui se passe. On prend bien conscience de ce qui se passe. Mais on se dit, c'est pas utile. Donc on lâche. Donc, laissez les choses revenir. Je sais que pour certaines personnes, c'est long, parce que vous êtes impatient. Vous attendez. Ah, quand est-ce que ça va s'en aller, cette image-là, qui revient, cette situation que j'ai vécue. Donc j'ai énormément souffert. Vous voyez, il faut les laisser. Jamais mettre de barrière, jamais bloquer. Sinon,
ça ne peut pas s'envoler, ça ne peut pas partir si vous bloquez. Soyez toujours dans cet état de liberté. Plus vous êtes libre, plus vous donnez la liberté aux autres, moins il y aura d'attachement, moins il y a de nœuds. Et quand il n'y a plus de nœuds sur cet élément, eh bien cet élément n'existe plus. C'est parce qu'il y a des nœuds encore et encore. Il ne faut plus nourrir les nœuds qui génèrent chez vous de la souffrance. Ça, c'est tout l'aspect de la pratique, du lâcher-prise. Vous êtes déprimé, on dirait. Non, ça va? Vous n'êtes pas déprimé? Ok, oui. Oui. Je voudrais dire quelque chose. Pour moi, mon expérience avec la méditation, c'est d'abord une auto-observation constante. Et ensuite, j'ai la sensation que progressivement, nous allons arriver à un état où il n'y a plus de questions, où nous sommes capables de nous poser dans cet état extraordinaire qu'on appelle l'état méditatif. En fait, l'état est ordinaire, pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on retrouve un état naturel. Comme il est naturel, il est ordinaire. Mais comme il n'est pas naturel, il est extraordinaire. Et comme surnaturel, par exemple. Donc, quand nous retrouvons quelque chose de naturel chez nous, c'est cette conscience, tout simplement, se retrouve un état très ordinaire. Et on est des êtres, à ce moment-là, ordinaires. Mais comme nous fabriquons sans arrêt, intérieurement, l'imagination, les inventions, la créativité, en fait, le mental, lui, il génère ces créations. En fin de compte, nous sommes des êtres extraordinaires, même des magiciens du mental. On crée une image intérieurement et on va concrétiser cette image extérieurement. J'aime une personne intérieurement et je veux l'épouser. Vous voyez? Je concrétise. Donc, c'est pour ça que nous sommes des êtres extraordinaires. J'ai pas et aujourd'hui j'ai. C'est extraordinaire. C'est pour ça que nous souffrons. Parce que nous sommes prisonniers de ce qu'on a créé. Une relation, par exemple. Vous avez créé une relation avec une personne et vous en souffrez. Et vous dites c'est à cause de la personne. C'est quand même étonnant. Et c'est tous ces mécanismes qu'on doit voir en nous. C'est pour ça que nous devons retrouver intérieurement quelque chose de dire libre, stable, pour qu'on puisse voir, comme tu l'as dit, clairement. Quand les choses sont stables intérieurement, on voit les choses clairement. Il n'y a pas d'agitation, même s'il y a de l'agitation. Parce que quand on voit clairement les choses, on voit l'agitation, mais on voit qu'il n'y a pas d'agitation. C'est bizarre, hein? C'est parce que ce qu'on projette dehors, c'est cet état de stabilité. Donc dehors, les gens s'agitent. Mais comme on projette cet état de stabilité, eh bien on voit qu'il n'y a pas d'agitation. C'est nos projections, c'est cet état qu'on a ici, qu'on a retrouvé lorsqu'on se pose, qu'on pose les énergies, qu'on pose la conscience. Eh bien on voit, quand vous êtes heureux, même si l'autre est en train de vous critiquer, vous allez quand même sourire. Parce que la joie est tellement forte intérieurement qu'elle va même étouffer quelque chose, une situation qui peut provoquer chez vous une émotion. Et c'est cet état de bien-être qui est tellement rempli intérieurement que vous n'avez même pas fabriqué en fin de compte. Parce que vous n'avez rien fait pour fabriquer. Vous êtes juste posé
voir les nuages passer, et c'est tout. Et vous avez retrouvé cet état incroyable, si on peut dire incroyable, naturel, de bien-être intérieur, sans fabrication. C'est pour ça, quand vous vivez avec cet état-là, la vie, elle est tellement simple, et toutes les situations qui arrivent, vous êtes bien. Oui. Quelques méditations que j'ai faites, c'était par exemple, on disait, imaginez que vous vous baladez dans une forêt, que vous voyez des animaux, vous entendez des oiseaux, ou on commence par les doigts de pied, on laisse les doigts de pied, on remonte, et du coup ça c'est de la méditation, ou c'est plutôt ce qu'on vient de faire comme avec vous? Méditer, vous utilisez une essence qui est la conscience. Si vous fabriquez, intérieurement, vous fabriquez une histoire et prenez conscience de l'histoire, d'accord ? Ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, quand vous fabriquez l'histoire, vous ne pouvez pas voir d'autres histoires qui doivent se révéler en vous. Vous avez des histoires que vous avez fabriquées en vous qui peuvent surgir à tout moment. Quand c'est comme quelqu'un qui vous provoque et vous allez vous énerver. Il y a une histoire, l'histoire de l'énervement. Ça arrive face à vous, mais au lieu de regarder cette histoire, vous regardez la personne. Vous voyez ? Donc, quand nous posons ici, sur un coussin, et on ne fait rien, on laisse, à ce moment-là, à cet instant-là, quelle histoire va arriver ? Quelle histoire ? J'en sais rien. Vous avez tous des histoires, peut-être le passé qui arrive, une maladie qui se réveille. Vous avez tous des histoires. Vous devez laisser ces histoires arriver et vous les juste observer. C'est tout. Vous avez des méditations sur les sensations, de regarder les pieds, etc. Vous pouvez, mais ne provoquez pas. Pourquoi les pieds d'ailleurs ? Voilà, vous pourrez vous poser la question, monsieur, madame, pourquoi les pieds ? Enfin, vous pouvez poser la question. Là, il n'y a rien à poser, il n'y a pas de question à se poser. On laisse. Si vous avez une douleur, une sensation au pied, très bien, prenez conscience de cette sensation. Si vous avez une sensation sur l'épaule, prenez conscience de la sensation sur l'épaule. Là où les choses se réveillent dans cette posture méditative, vous laissez l'histoire se réveiller. Vous ne provoquez pas, ni par désir, ni « Ah, j'aime bien mes pieds, donc j'ai médité sur mes pieds ». Vous voyez, vous aimez bien, donc vous provoquez déjà. Là, on ne provoque pas, on laisse tout ce qui s'anime, tous les phénomènes qui s'animent naturellement. Dans le naturel, ici, c'est naturel par rapport à des schémas ancrés en vous. Donc vous laissez. C'est pour ça que chaque méditation, elle est différente. Si chaque méditation est identique, quand vous commencez à méditer, c'est que la méditation, elle est fabriquée. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas dire que la méditation, c'est quand même un apprentissage ? Sur soi ? Oui. En quelque sorte, oui. Mais est-ce que c'est un apprentissage intellectuel, donc il faut faire attention, ou c'est un apprentissage expérimental ? Parce que vous avez deux formes d'apprentissage. Il y a l'apprentissage intellectuel, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on lit. Ça passe par le mental, par l'intellect. Vous avez des personnes qui retiennent pas souvent par l'intellect. Vous apprenez une formule, vous apprenez une leçon, vous écoutez quelque chose, ça reste pas longtemps. Vous oubliez. Parce qu'il y en a des personnes qui se mettent pas souvent à ce niveau. Donc ils vont apprendre par l'expérience. Donc ils se posent. Ils ne comprennent rien. Pourquoi ils se posent ?
ils se posent, puis comme ils expérimentent, il y a la conscience qui est là pour voir ce qui se passe. Et en regardant ce qui se passe, eh bien, ils comprennent. C'est une autre forme d'apprentissage. Donc, quand vous prenez la conscience mentale pour comprendre les choses, vous êtes au niveau du mental. Donc, la méditation, à ce moment-là, se pose au niveau de la conscience mentale. Mais si vous êtes prisonnier de la conscience mentale, c'est-à-dire de ce niveau de conscience, vous ne pourrez pas vous en libérer. Si vous prenez conscience au niveau de l'expérience, alors là, posez, sensation, voilà, vous voyez les choses, vous vérifiez, vous expérimentez, en fin de compte, tous les schémas. Bien que le mental peut s'initier, parce que le mental peut analyser les phénomènes, vous pouvez être à un autre niveau de conscience pour dire « je prends conscience que ma conscience mentale s'est initiée à mon expérience ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose encore un peu au-dessus. Et c'est comme si vous placez au niveau des nuages, ben vous voyez les nuages, prenez conscience. Donc vous dites, je médite. C'est-à-dire, les nuages, c'est tous vos schémas. Tout ce que vous fabriquez, c'est les schémas des nuages. D'accord ? Très bien. Mais si vous allez au-dessus des nuages, c'est-à-dire que votre conscience voit les schémas dans les nuages. Vous comprenez ? Et si vous allez au-dessus des nuages, ben vous allez voir plus largement le schéma. Et c'est quand vous voyez plus largement que vous allez comprendre que là, vous n'êtes pas pris dans les nuages. Et c'est là où vous allez pouvoir apprendre à travers l'expérience. Et ça, c'est le deuxième mode d'apprentissage. Imaginez aller à l'école, apprendre sans leçon, que par l'expérience. Faites l'expérience. Vous dites, là, je n'utilise plus le mental, je vais apprendre que à travers l'expérience. Vous verrez. Ce sera intégré, ancré intérieurement. Et jamais vous allez oublier. Parce que l'expérience est là, à traverser toutes les couches. Donc c'est bien ancré en vous. Est-ce que vous avez oublié comment marcher? Parce que vous avez expérimenté. Un enfant, on ne lui a pas expliqué comment marcher, on lui tient les mains et puis il apprend, premier pas, deuxième pas. Et après, il prend son envol, il tient l'étape, il tient, et après il tombe, il se relève par l'expérience. Il va apprendre, mais il n'a jamais compris intellectuellement ce que c'est que marcher. Et courir, c'est pareil. Vous voyez, nous, ce qui nous manque dans notre pratique, c'est cette expérience, cet apprentissage par l'expérience. C'est pour ça que la méditation, ce n'est pas intellectuel. La méditation, c'est l'expérience, c'est le cœur. Quand nous méditons par le cœur et pas par l'intellect. Et donc, quand nous méditons par le cœur, toutes les conditions liées à l'intellect disparaissent. C'est pour ça que toutes les portes s'ouvrent et tous peuvent se révéler à ce moment-là. Et c'est là où on voit, c'est là où on peut lâcher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Donc, c'est long, je ne vous cache pas que ça peut être long pour avancer dans ce sens, mais vous verrez le résultat. On ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut apprendre sur nous. Elle peut aussi aider à surmonter la méditation. Moi, par expérience,
avant et après opération, elle m'a aidé à Traverser. traverser et à relativiser et à minimiser la douleur. En fait, Sans on ça, je ne traverse. serais pas arrivée, je pense. La méditation, c'est une ouverture pour laisser les choses traverser. C'est pour ça qu'on est plus léger. Quand on médite, on se sent plus léger. Pourtant, vous n'avez rien mangé, vous n'allez pas faire du sport pour maigrir. Mais vous, intérieurement, c'est une sensation de légèreté. Mais vous n'avez pas changé de corps, de masse corpulaire, du corps, vous êtes toujours avec ce volume-là, mais vous sentez plus léger, parce qu'il n'y a plus le poids du mental. Voilà. Oui. On va dire il faut du coup, parce qu'on vous en avez parlé tout à l'heure, personnellement, vous méditez combien de fois par jour? Est-ce qu'il y a une obligation? Enfin, comment vous sentez? Est-ce que... Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que plus on médite, plus la durée est grande? Est-ce que la fréquence par jour aura une conséquence sur notre pratique? Ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est des questions qu'on se pose et qu'on doit vérifier, qu'on doit expérimenter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, se poser sur un coussin, c'est une préparation. C'est une préparation. Préparation, par exemple, à une attention. Prendre conscience de notre attention. Où est-ce qu'elle se dirige et elle me permet de voir ça. D'accord? Donc, si vous ne préparez pas le terrain et que le terrain il est fragile ou bancal, vous allez livrer un combat dessus, sur votre terrain. Donc, ça va être instable. Donc, vous préparez pour ne pas vous laisser vous piéger sur ce terrain-là. C'est pour ça que vous devez préparer votre attention et votre conscience. En fait, quand nous méditons de manière formelle, c'est pour préparer notre ouverture ici, de conscience, et notre attention. Voilà. Quand il y a un son, l'attention va diriger notre conscience vers le son. C'est très bien, sauf que lorsque l'attention est dirigée là-bas, est-ce que ma conscience est restée ici ou est partie là-bas? Le moment où vous dites qu'il y a un son, vous êtes déjà là-bas. Vous voyez, c'est très vite. Donc c'est ça que vous devez prendre conscience. Je dis, je suis parti là-bas. Et quand vous dites, je suis parti là-bas, vous revenez ici instantanément. C'est pour ça, en fin de compte, il n'y a pas le mental. Le mental, il ne doit pas être actif à ce moment-là. Il y a juste la conscience qui prend conscience de ce qui se passe. C'est tout. Oui. C'est-à-dire revenir à la pratique, c'est instantané. Mais partir de la pratique, c'est aussi instantané. Et vous avez cette capacité de partir très vite et de revenir très vite. C'est comme de la téléportation, si vous voulez. Donc en fin de compte, je veux dire, quand vous pratiquez dans ce sens, vous allez augmenter, on va dire comme ça, la posture de votre conscience et la ramener ici, sans arrêt. C'est comme votre attention pointe, vous mettez une étiquette sur l'événement, sur la situation, donc vous partez là-bas, mais si vous prenez conscience que vous êtes parti là-bas, eh bien vous revenez ici. Vous voyez? Et en fait, ce va-et-vient, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si vous avez des douleurs dans la posture, prenez conscience des douleurs, mais n'en faites rien. Ne dites même pas c'est une douleur. C'est juste un phénomène là.
qui est avec vous. Vous dites juste ça. Parce que dès que vous projetez le mot douleur, c'est le mental qui projette. Faudrait peut-être être comme un chat, ne rien comprendre en fin de compte. Et le chat, il médite sans arrêt. Ceux qui ont des chats. Mais bon, il ne prend pas conscience de ce qui se passe, mais il médite sans arrêt. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, effectivement, le fait de méditer au début, c'est de l'entraînement pour justement nous apprendre à faire Oui, ça, oui. et qui fait que du coup, moi j'ai l'impression d'observer que maintenant, je ne suis plus forcément assise mais tu vois, dans différents moments de la journée, du coup, c'est juste comme si, tu vois, tu fais les courses, tu pousses le caddie, t'es un peu là, et puis pouf, tu reviens sur ton truc et là. Oui, bah, c'est parce qu'il y a le terrain qui a été préparé. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est parce qu'on a préparé ce terrain que à des moments de la journée, il y a des sursauts d'attention qui nous pointent sur ce que je suis en train de faire. En fait, c'est à force de s'entraîner, l'attention, elle est partout, en fin de compte. Elle pointe partout. Mais quand elle pointe, comme vous avez préparé ce terrain de conscience, eh ben, vous voyez simplement, tac, mais vous restez là. Et c'est comme si vous voyez quelqu'un s'exciter, ben c'est OK. Si vous voyez quelqu'un s'exciter et que vous vous excitez, c'est que vous êtes pris dans le mouvement. Et c'est comme quelqu'un qui provoque, eh ben vous êtes pris dans le mouvement, vous répondez, vous êtes pris dans le mouvement. Et quand on prend conscience qu'on est pris dans le mouvement, on sort du mouvement. Oui. C'est cette préparation-là qu'on est en train de faire. C'est pour ça que quand on parle de fréquence, il faut faire régulièrement, tous les jours, selon nos capacités. Mais quand on se lève de la pratique, c'est-à-dire quand vous levez après une pause méditative, vous devez garder cette conscience. Vous devez garder cette attention sur l'instant. C'est pas qu'on se lève, ça y est, c'est passé, on fait ce qu'on veut, on revient sur nos habitudes, etc. Ça n'a pas de sens à ce moment-là. Quand vous allez vous lever tout à l'heure pour repartir, gardez en conscience ce que vous avez pu expérimenter. Quand vous parlez à quelqu'un, quand vous marchez, quand vous allez prendre le goûter, etc. Gardez cette conscience-là. Et vous verrez que l'objectif, c'est pas dire je médite et puis ça s'arrête quand je me lève, c'est d'élargir cette conscience après. Et plus on élargit cette conscience, plus la nature intérieure va être retrouvée. C'est-à-dire, la conscience nous permet tout simplement de voir la réalité des choses, la réalité des phénomènes. Et derrière cette réalité, est-ce qu'on lâche ou est-ce qu'on s'agrippe ? Et vous pouvez vous poser cette question. Si derrière la réalité que vous voyez, l'autre il vous pousse, c'est une réalité, c'est ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que vous lâchez ou est-ce que vous suivez le mouvement ? Oui. Et si c'est un mouvement agréable, par exemple un oiseau qui passe et qui nous émerveille ? Prenez conscience que vous êtes émerveillé et prenez conscience que l'oiseau passe. Mais sans être attaché. Tous les phénomènes font partie de notre expérience. Il y a des phénomènes qui sont provoqués. Il y a des phénomènes qui sont naturellement, qui arrivent naturellement. Vous allez juste observer. Et en observant,
vous allez juste vous dire, qu'est-ce que je fais? Si vous devez réagir, réagissez, mais en voyant réagir. Si vous dites, je ne vais pas réagir, prenez conscience que vous n'allez pas réagir. En fait, la conscience, elle est toujours derrière les phénomènes, derrière ce qui se passe. Que ce soit provoqué ou pas provoqué, la conscience, elle doit être toujours derrière. Et là, vous conservez la pratique. Bon, on va pratiquer. Ah non, il est déjà passé. Si on veut pratiquer, on pratique. Allez, on va reprendre la posture. C'est pareil, si vous voulez méditer sur les sensations, donc c'est possible, prenez la posture. Surtout, si vraiment vous voulez prendre conscience d'une sensation douloureuse, prenez une posture qui provoque une douleur. D'accord ? Donc si vous voulez vraiment voir, en fait, cette sensation désagréable, pour lâcher, prenez juste une conscience. C'est ça. D'accord ? Donc, c'est bon ? Qu'est-ce qui est impatient ici? Qu'est-ce qui est impatient? C'est-à-dire, vous méditez, puis vous dites, ouais, c'est long, quand est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui est impatient ici? Soyez honnête. Voilà, vous dites, bah, c'est long. Voilà. Alors, dans le bouddhisme, le Bouddha avait expliqué le terme d'impatience, de patience, mais nous, on vit le contraire. On vit l'impatience. Le monde dans lequel on vit, on appelle ça le samsara. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme, samsara. C'est un terme sanskrit qui veut dire difficile à supporter. Le samsara signifie difficile à supporter. Or, vous voyez, depuis que vous êtes né dans ce monde jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficiles à supporter. Il y a des choses qui sont faciles à supporter, d'autres choses difficiles à supporter. Alors, les choses qui sont difficiles à supporter, c'est ce qu'on appelle l'impatience. Nous, l'impatience, c'est vis-à-vis d'un événement qui n'arrive pas. C'est un timing, c'est un temps, c'est temporel. Okay. Et ce temps-là, qu'on veut accélérer, c'est à cause de nos désirs. Le désir accélère le temps. Mais le temps, lui, il dit non, moi je ne veux pas accélérer. Je ne peux pas accélérer. Donc comme on veut accélérer et que les choses n'accélèrent pas, forcément on n'est pas content. La patience, c'est ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter dans la méditation? Quand est-ce que je peux bouger? Quand est-ce que je peux me lever? Toutes ces questions viennent du mental. Et quand ces éléments viennent du mental, eh bien, on n'accueille pas ce qui n'arrive pas. Quand on n'accueille pas ce qui n'arrive pas, eh bien, on souffre.
Ça veut dire que vous adorez souffrir. Tu peux donner un exemple pour la face qui n'arrive pas? Je ne sais pas. Vous êtes malade et vous voulez guérir rapidement. C'est un exemple très concret. Ben, vous regardez vous-même, là, je vais bientôt faire le voyage et pouf, je tombe malade à quelques jours du voyage. Vite, vite, il faut que je prenne des médicaments, vite, vite, il faut que je trouve une solution pour retrouver ma santé. Ça, c'est de l'impatience. La maladie, elle dit, il me faut 5 jours pour partir. Elle vous dit, mais vous écoutez pas. Vous voulez tout accélérer. Prendre des médocs, n'importe quel médoc, on lui vous dit ça, c'est bien, etc. Vous prenez. Ben, vous voyez, ça c'est un exemple que vous pourrez considérer qu'à cause de votre désir de voyager et désir d'être en forme pour voyager dans de bonnes conditions, mais vous savez que c'est pas possible, mais vous voulez défier l'impossible. Donc, vous savez que c'est pas possible, mais vous voulez rendre ce qui est impossible possible. Et si le message était de ne pas y aller, Si vous dites que je suis malade, je ne vais pas voyager, c'est OK. Donc vous êtes dans la patience de dire « je laisse la maladie faire sa vie ». Mais c'est parce qu'on n'a pas pris conscience de la réalité de ce qui se passe. Parce que nous voulons notre propre réalité. C'est notre propre réalité qu'on veut construire avec nos propres désirs. C'est nos désirs qui provoquent cette réalité, cette projection de réalité, et qu'on veut caser sur notre chemin de vie. La patience, ce n'est pas le temps. La patience, c'est juste d'accepter, d'accueillir, d'accepter ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. C'est ça la patience. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que le temps fait à l'intérieur. Mais comme on est toujours avec notre montre, avec notre programme de vie, avec notre plan de la journée, il faut respecter. Mais quand on veut respecter, on a oublié une chose, c'est de voir les conditions. On a oublié de voir les conditions chez nous, intérieurement. On a oublié de voir les conditions autour de nous. Et cet état d'ignorance sur les conditions, eh bien, on n'a pas les données pour pouvoir répondre logiquement et de s'adapter à ce qu'il faut. Vous dites, je veux jouer au loto et je veux gagner. Très bien. Mais avant de faire ça, regardez la probabilité qu'une personne gagne. Là, vous serez vite découragé. Mais c'est un manque de connaissances. Il faut s'enrichir de ce qui se passe. Mais on ne le fait pas. On se laisse envahir par nos désirs. Oui. Comment? Oui, parce qu'on voudrait que ça arrive tout de suite, ou on voudrait que ça n'arrive pas. Je ne veux pas rencontrer cette personne aujourd'hui, parce que je ne l'aime pas. Donc je ne veux pas. Mais la personne arrive. Est-ce que je vais supporter ou non? Voilà, c'est sans arrêt comme ça. C'est pour ça que ce monde, qu'on appelle le samsara, tourne toujours dans le mauvais sens pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Attaquer, changer, transformer. Vous ne pouvez pas transformer une personne qui est là, face à vous, qui se comporte comme ça. Vous ne pouvez pas transformer une maison qui n'existe plus.
Ce sont des situations où on pourrait dire, est-ce que je peux supporter? Si vous supportez, est-ce qu'il n'y a pas des limites dans ça? S'il y a des limites, ça veut dire que le jour où ça dépasse ces limites, eh bien vous allez retomber dans la souffrance. Comme une douleur. J'espère que la douleur va stagner. Parce que si ça continue à s'amplifier, je ne pourrai plus supporter. J'espère que la maladie va partir. Parce que si elle continue à vivre en moi pendant 5 ans, je ne sais pas comment je serai. Est-ce que vous donnez des ordres à ces éléments qui ne veulent pas d'ordre, qui veulent juste vivre à leur façon? À vous de répondre. Si vous choisissez une direction, si vous comprenez la logique des choses, si vous avez suffisamment de lumière pour éclairer ce qui se passe, peut-être qu'à ce moment-là, être en accord avec l'espace est plus facile. Peut-être que ça nous demande une compréhension de ce qui se passe. Mais pour pouvoir comprendre, il faut prendre les facteurs, les conditions et la logique dans tout ça. C'est pour ça que la patience, dans notre pratique du bouddhisme, est divisée en 2 parties. On appelle ça la partie mondaine. Toutes les situations du monde extérieur arrivent. Est-ce qu'on supporte ou non? Si vous supportez, qu'est-ce que ça veut dire supporter? En fait, le terme patience, si on traduit, c'est appuyer pour pas que ça se réveille. C'est-à-dire les réactions. C'est-à-dire, quelqu'un vous provoque, vous dites, faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve. Vous voyez, vous appuyez, intérieurement vous appuyez pour pas vous énerver. Vous voyez? La traduction de ce terme-là, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous supportez la personne, supportez la situation. Mais appuyer, ça ne veut pas dire garder. Parce que vous gardez, vous dites, je ne vais pas réagir, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas le frapper. Vous appuyez. Ah, il s'est arrêté. Et après, vous gardez. Peut-être que vous allez détester la personne. Parce que vous avez gardé en vous. Appuyer, ça veut dire ne pas réagir, ne pas réveiller extérieurement une émotion et laisser l'émotion partir par derrière. Oui, vous avez la porte principale où l'émotion va partir et la personne se trouve sur la porte principale. Eh bien, vous dites, je suis plus intelligent que ça. Je vais ouvrir la porte derrière. Et l'émotion va partir derrière. Vous avez lâché. En fait, ça c'est la patience mondaine. C'est la patience liée aux situations du monde. Il fait chaud. Oh, j'arrive pas à supporter. Il fait trop chaud. Il fait trop froid. Oh, j'arrive pas à dormir. Tiède. Oh, c'est trop humide. J'ai trop faim, j'ai trop soif. C'est sans arrêt comme ça. Au lieu de juste dire, eh ben, la vie m'offre ces situations, m'offre ces conditions. Qu'est-ce que je peux changer? Je ne peux pas changer le soleil. Je ne peux pas détruire le soleil. Je peux simplement construire des maisons et me mettre dans l'ombre. C'est-à-dire, vous voulez l'obscurité. On vous offre la lumière, vous voulez l'obscurité. Vous voyez, c'est notre attitude. Le monde extérieur, on ne peut pas le changer. Mais notre attitude, on peut le changer. Ce qui se passe ici, on peut le changer. Pas le changer pour attaquer. Changer pour laisser. On peut le faire. C'est pour ça que la patience, elle est très importante.
dans toute chose, toute situation. La patience, c'est une qualité de réussite, d'avancement et d'évolution. Toutes les personnes qui s'offrent à cette qualité avancent. Parce qu'elles se disent, c'est pas le moment, on lâche. Mais parfois, on se laisse entraîner par le monde, les autres. Et ça, il faut faire très attention, surtout dans notre pratique du bouddhisme. On se laisse très très vite entraîner. Du coup, moi, je voulais savoir par rapport à la traduction de la patience, est-ce que c'est pas aussi se replacer un point d'équilibre? Parce que, par exemple, quand tu donnes l'exemple de la chaleur, naturellement, on voit que le corps, au bout d'un moment, il se replace à un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'on finit par, en quelque sorte, s'adapter. Est-ce que c'est pas ça simplement Le corps, lui, il fonctionnera comme il fonctionne, comme la nature, comme les arbres. Tout fonctionne selon leurs conditions, selon comment ils ont construit intérieurement. Les choses se rééquilibrent si on leur laisse le temps de se rééquilibrer. Bien sûr, si vous prenez le temps de chauffer, vous courez, faites un tour, vous courez, vous transpirez, le corps il est chaud, et vous êtes face au soleil, vous verrez, vous allez supporter. Mais si vous êtes dans une pièce où vous avez la climatisation, le climatiseur là, très frais, parce que vous aimez la fraîcheur, et vous sortez, c'est pas la même chose. Vous dites, c'est insupportable. Et c'est ça aussi, c'est qu'on ne laisse pas le corps de prendre, de se rééquilibrer naturellement. Mais en fait, le corps, lui, il sait se rééquilibrer naturellement. C'est notre mental qui ne laisse pas le temps. C'est lui, en fin de compte. Vous voyez, la nature, elle prend le temps de se rééquilibrer. On a fait exploser une montagne. La montagne, elle ne dit pas « je suis énervé » contre la personne qui a fait exploser. La montagne dit « tu as fait exploser un bout. Je vais me rééquilibrer. » Mais si on ne laisse pas le temps aux choses de se au niveau de cette rééquilibre, eh bien on déséquilibre. Même si on retrouve un état, mais intérieurement c'est déséquilibré. Et quand vous méditez, que vous cherchez à accélérer votre pratique, vous voulez avancer vite, dire il faut, je vois les autres, comment ils sont stables, on les insulte et puis ils restent stables, etc. Comment ils font? Moi je veux pareil, je suis motivé, mais non, je ne peux pas, je ne suis pas les autres. Je dois regarder mes conditions, je suis quelqu'un de très impatient, je suis quelqu'un de très nerveux, très colérique. Je dois déjà voir tout ça chez moi. Mais au lieu de regarder ici, je regarde là-bas et je veux copier là-bas. Bien sûr, les autres peuvent nous motiver, mais il faut qu'on puisse savoir si c'est possible ou non de faire avec ces moyens et ces outils. Il nous manque ce sens de discernement chez nous, et c'est pour ça qu'on imite. Nous sommes des imitateurs. Quand on voit quelqu'un de meilleur, on imite. Je voudrais être comme lui, je voudrais être comme elle, Oui, vous allez imiter la vie des autres. Et ça ne donne pas de sens, en fin de compte. Ça ne donne pas une évolution correcte et juste. L'évolution correcte et juste, c'est là. C'est vous respecter, donner du sens à vous-même. C'est pour ça que le monde extérieur, c'est un monde qu'on doit savoir, on doit se le dire, on ne peut pas contrôler. C'est un monde où c'est impossible de contrôler. Mais si c'est impossible, pourquoi on veut contrôler ? À vous de vous dire. Je contrôlais mon mari, ma femme, mes enfants,
mon entreprise, vous savez que ce n'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez, vous, intérieurement. Vous dites là, je ne suis pas quelqu'un de bien, je vais changer. Je ne vais pas rester dans cette posture. Là, j'étais paresseux, donc je vais m'améliorer, être beaucoup plus courageux. Et vous pouvez, vous, le faire. C'est pour ça que cette patience avec le monde extérieur, c'est une qualité qu'on peut apprendre très facilement. Vous pourrez vous comparer avant et maintenant. Celui qui a vécu avant, parfois, c'est compliqué d'être patient, mais avec l'âge, avec le temps, avec l'acceptation de choses, de situations, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Ça, c'est le monde extérieur. Il y en a, ils ne vont pas pleurer parce qu'il fait trop chaud. Il y en a qui adorent la chaleur. Ils vont dire, je suis content. C'est dans ce sens que le Bouddha, il a dit, la patience mondaine, c'est une patience qu'on peut acquérir très vite. Parce qu'on a compris que l'extérieur, on ne peut rien y faire. Donc c'est plus facile. Maintenant, on va parler de la patience intérieure. C'est la deuxième forme. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est basé sur des niveaux. La patience intérieure, c'est un chemin, c'est le chemin du Bodhisattva. Comme la générosité, comme la moralité ou la conduite éthique. Il y a deux sens. Donc, quand on parle de patience intérieure, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la foi. La foi ici, c'est vis-à-vis de vous. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, dans l'expérience d'une voie, comme la voie du bouddhisme. Si quelqu'un vous entraîne vers une autre voie, d'accord? Parce que vous connaissez bien cette personne, parce que vous voyez cette personne, vous comprenez cette personne, vous savez comment elle est, mais vous savez que de l'apparence, vous savez que de l'extérieur. Vous vous laissez entraîner dans ce qu'elle va dire, dans comment elle va expliquer, etc. Vous perdez la foi en vous et vous vous laissez entraîner par la foi de l'autre. Et bien là, vous perdez patience. La patience, c'est de pouvoir résister, vous voyez? De résister. Il y a une résistance pour dire, ok, tu peux dire ce que tu veux, je te respecte. Parfois, ce sont des superstitions, par exemple, et on a peur. Et à cause de notre peur, on se laisse entraîner. Et ça, c'est un danger. Un danger pour nous et pour notre pratique. Pour nous, parce qu'on ne se respecte plus. Pour notre pratique, parce qu'on s'est dévié de notre voie. C'est pour ça que cette patience, elle est importante pour pouvoir progresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur la générosité. Pourquoi? Quand nous sommes généreux, nous gardons l'ouverture. Est-ce que vous êtes généreux tout le temps? Oui. Oui. Moi, je suis généreux tout le temps. Bon, il y en a qui sont généreux tout le temps. Ça veut dire qu'on doit penser toujours aux autres, qu'on doit faire toujours les choses pour les autres, qu'on doit toujours être au service des autres. Réfléchissez. Et être généreux ici, ça veut dire ne pas se considérer dans l'action de la générosité. C'est-à-dire, c'est la qualité qui va agir. De bienveillance,
de compassion. Quand on est généreux, ce n'est pas l'être qui est généreux, c'est la qualité de bienveillance et de compassion. C'est ces qualités qui vont utiliser notre corps pour faire l'action. Mais ce n'est pas le mental qui dit « je vais être généreux aujourd'hui ». Vous voyez la différence? Si c'est le mental, c'est la patience mondaine. Si ce sont les qualités, c'est la patience intérieure. Faites bien la différence. Donc, si vous prenez conscience que ça vient de la qualité du cœur, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions posées dans votre qualité de générosité. Pas de conditions. Ça veut dire que vous n'êtes pas là à vous dire « lui, je donne, lui, je donne pas, lui, il m'aime pas, donc c'est fichu pour lui. » Et vous posez des conditions. Donc si vous posez des conditions, c'est mental. Si c'est mental, c'est la patience du monde. Ça, c'est très dur à réaliser. Il suffit que je vous énerve, vous dites, lui, c'est fini. Vous voyez, c'est très rapide. Hein? Quelqu'un dit du mal sur vous, il y a une barrière tout de suite. Donc, la patience, dans cette qualité de générosité, c'est de ne jamais laisser la porte du cœur fermée. Jamais. Le bodhisattva fonctionne comme ça. Bon. Après, le troisième point, c'est au niveau de votre conduite, qu'on appelle aussi la conduite morale, qu'on a déjà vu la dernière fois, il y a 2 semaines, sur cet enseignement. La conduite ici, vous avez peut-être des règles de vie, des principes de vie, que ce soit dans le bouddhisme ou à l'extérieur. Vous avez des principes. Il ne faut pas que je vole, il ne faut pas que je dise du mal sur les autres, il ne faut pas que je détruise la vie. Vous avez des principes, ou voler le mari de ma voisine. Vous avez des principes de vie, de respect. Mais parfois, on a des tendances. Et ces tendances, c'est notre fragilité. Si nous sommes patients, nous résistons. C'est-à-dire que nous comprenons de manière profonde qu'en agissant de cette façon, ça enclenche des conséquences de souffrance, de déséquilibre, de désharmonie. Si vous prenez conscience de ça, dans la logique, vous allez vous arrêter et pas avancer plus loin. Et ça, c'est important. C'est pour ça que cette patience-là, c'est une patience de pratique intérieure, de surveillance intérieure, d'être vigilant sur ce qui se passe ici, sur nos intentions, par exemple. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point concerne les phénomènes intérieurs. Les phénomènes intérieurs ici, c'est lié à tout ce qui se réveille de l'intérieur, que ce soit énergétique, que ce soit psychologique, tout ce qui se réveille, que ce soit mental. Par exemple, énergétique, une sensation. Vous avez une sensation, c'est énergétique, une douleur. Vous avez aussi des émotions, ça c'est énergétique. Donc vous devez aussi être patient vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, juste dire que c'est OK, sans plus. Parfois c'est compliqué. Un bodhisattva ne réveille pas ses émotions. Il est juste là, puis il dit, je suis énervé, c'est OK. Si je dois aider, je continue à aider la personne qui m'énerve. Donc ça, c'est ce qu'on doit se répéter intérieurement.
Et ça, ce sont les phénomènes intérieurs qu'on doit surveiller. Okay. Et ça, c'est pas évident. On se fait souvent rattraper par nos propres schémas. Le quatrième, c'est ça. Le cinquième, c'est sur la sagesse et la vision erronée. Bon, on en a déjà parlé sur ce que ça veut dire, le sens même de la sagesse et de la vision erronée. C'est-à-dire tout ce qui touche la logique des phénomènes, que ce soit sur l'impermanence. En fait, le Bodhisattva va utiliser la sagesse sur la réalité des phénomènes. Par exemple, les choses changent. L'impermanence, c'est ça. Tout change autour de nous, en nous. Donc, on ne peut pas maintenir quelque chose qui doit changer. Dire, je veux toujours être heureux, intérieurement. Mais vous savez que ce n'est pas possible. Mais en sachant que la réalité, c'est cette impossibilité de vivre comme ça, eh bien, vous devez accorder. Oui. Moi, je suis infiniment heureux. Je me suis fait une courbe selon mes périodes d'âge, où j'avais des plus et des moins, donc je me mettais 10, mon divorce 0, la naissance de ma fille 20 sur 20, et maintenant je ne me mets plus de notes parce que je suis passé de 20 à 22, et maintenant je suis infiniment heureux tous les jours, davantage. Très bien. Nous sommes heureux pour vous. Nous sommes heureux. Je pense que... Ça dit ? Chacun vit sa vie, chacun génère ce qu'il doit générer. Je pense que le bonheur ultime ici, c'est pas par rapport à notre environnement. Le bonheur ultime, c'est par rapport à notre pratique. C'est si on pratique le lâcher-prise, si on pratique sur la connaissance de ce qui se passe, si on pratique sur l'ouverture pour les autres, si nous pratiquons de cette façon, on n'a plus besoin de parler de bonheur. Parce qu'il n'existe pas. Parce que c'est notre nature qui va se montrer naturellement. Un sourire provoqué et un sourire naturel, c'est pas pareil. Donc, si vous arrivez à cet état, c'est OK. Donc, vous serez un Bouddha rapidement. Alors, moi, je ne suis pas dans le bonheur parce que je suis déjà dans le niveau supérieur, mais je suis déjà dans la joie. Simplement, quand le matin je me lève, que je vois le jour qui se lève, je trouve que c'est très beau. Quand il pleut, ça va arroser la nature. Simplement, oui. N'oubliez pas, la patience, parfois, elle est dissimulée derrière ce qu'on aime. Quand on aime, on peut faire tout le temps. Oh, quelle patience! Quand vous n'aimez pas, dites, je suis impatient. Donc, la patience, c'est pas nourri par l'amour de quelque chose, d'une situation, d'un état. C'est pas ça. J'adore méditer. Quelle patience! Ça fait 2 heures que je médite. Non. La patience, c'est une qualité qui est pure, qui n'est pas liée à d'autres états. Donc faites attention parce que des fois, il y a ça. Et puis, on pense qu'on est patient et en fin de compte, non. Quand vous aimez quelqu'un, vous prenez le temps de discuter sans arrêt avec cette personne. Oui. Quand vous aimez une discipline, vous allez prendre le temps pour cette discipline. Et en fin de compte, vous êtes pris vous-même par votre propre piège. Donc, il faut juste dire, c'est parce que j'aime, c'est tout. Il faut juste le reconnaître, en fin de compte. C'est pour ça que le Bouddha disait,
et d'ailleurs dans la voie des bodhisattvas, quand nous faisons des choses qu'on n'aime pas, c'est là où on est fort. Donc, si vous n'aimez pas votre mari, vous restez avec votre mari. Oh, quelle force! Si vous n'aimez pas les nems, vous mangez les nems. Oh. Oui. Elle est aussi parfois, moi j'ai observé par rapport au temps. C'est-à-dire que c'est rigolo, mais j'observe que quand je sais qu'il y a du temps, je suis beaucoup plus patiente. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, je suis accrochée au fait de vouloir faire rentrer ça, ça et ça dans la journée. Et donc du coup, dès que je lâche et je dis, bah tant pis, ça se fera pas d'autre. Enfin, je redeviens patiente. N'oubliez pas, la patience, c'est une liberté. Mais dans cette patience-là, tu es esclave du temps. Donc, tu n'es pas dans la patience. La patience, c'est une liberté. Quels que soient les concepts, quelles que soient les situations de vie, quels que soient les états qu'on acquiert face à des situations, on doit juste se dire, est-ce que je suis libre ou est-ce que je suis prisonnier? Si je suis prisonnier du temps et que derrière, je définis la patience, parce que tout se met dans cet espace-temps, eh bien, je ne sais pas ça, la patience. La patience est au-delà. La patience n'a pas de conditions, comme je vous ai dit, sur le temps, sur autre chose. Sur l'amour, sur aimer ou pas aimer. La patience, c'est une qualité qui est pure, qui n'est pas liée à des conditions. Donc c'est très simple en fin de compte. Dire je suis patient, il faudrait que j'identifie, est-ce que c'est pas lié à une situation, est-ce que c'est pas conditionné par telle ou telle chose. C'est comme ça qu'on peut clarifier et puis dire là j'applique réellement la patience. C'est pour ça que quand nous pratiquons la patience, sans condition, eh bien, tout se greffe sans condition, comme la générosité, comme la conduite éthique, comme la sagesse, tout se greffe sans condition, comme la compassion, la bienveillance, l'amour, se greffent dedans. Faut juste vous dire, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous êtes patient? Au début, oui. Après, ça se discute. Vous voyez, au début, c'est tout. Ah, ça fait 3 heures que je l'attends, mais comme je l'aime, il n'y a pas de souci. Elle vient ou il vient, vous gardez votre sourire. Mais avec le temps, faut vous poser la question, pourquoi vous êtes parti? Parce que vous ne supportez pas. Vous êtes parti parce que vous n'arrivez pas à supporter la personne, la situation, sa réaction, sa manière de ronfler, etc. En fin de compte, vous trouverez toujours un élément qui remplit votre espace. Vous trouverez toujours un élément. C'est pour ça que quand nous sommes patients, on libère cet espace pour remplir de qualité. C'est pour ça que quand nous remplissons de qualité, nous voyons les qualités chez l'autre. Mais si nous cherchons toujours ses défauts, eh bien, nous remplissons intérieurement chez nous des défauts. C'est logique. Il y avait un grand méditant et un commerçant dans l'histoire en fait du bouddhisme. Le grand méditant, il méditait tout le temps, toujours serein, toujours calme. Et le commerçant, il est un peu jaloux de son calme. Lui, il est toujours excité, toujours à courir derrière le monde, derrière ses désirs, etc., de posséder. Et un jour, il dit, je vais aller voir le méditant, je vais discuter un peu avec lui. Il dit, vous, grand méditant, ce que je vois chez vous,
c'est quelque chose de pas bien. Oh, il disait du caca, en fait. L'image de l'histoire, c'est ça. C'est dire, c'est un moins qu'Orien. Voilà, c'est pas une personne qui est bonne, etc. Donc, et les méditants, il a dit à ce commerçant, moi, quand je vous regarde, je vous vois comme un Bouddha. Et le commerçant, il voit ça, il est tout content, il rentre chez lui, il dit à sa femme, waouh, tout à l'heure, j'ai discuté avec ce grand méditant, et il me voit comme un Bouddha. Et moi, je lui dis que là, cette image-là que je lui ai donnée, il a accepté. Et sa femme, qui est beaucoup plus développée, enfin, éveillée, elle dit, mais t'as rien compris. Quand le méditant t'a dit ça, c'est parce que intérieurement, il est déjà éveillé, c'est pour ça qu'il te voit comme un Bouddha. Mais toi, intérieurement, tu es une personne qui a cette image-là. C'est pour ça que tu as projeté cette image sur cette personne-là. Et c'est là où le commerçant, il a compris cette projection, en fin de compte, de lui-même sur le méditant. Et bien, il a changé, entre guillemets, sa paire de lunettes qu'il va mettre pour voir les choses autrement. Et ça montre que si vous voyez les défauts chez les autres, c'est que intérieurement, vous les avez. Si vous critiquez les autres, c'est que intérieurement, vous êtes une mauvaise personne. Si vous dites, lui, elle, c'est une mauvaise personne, il ne faut pas y aller, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, ben vous savez que vous, quand vous dites ça, eh bien vous êtes une mauvaise personne. Parce que vous projetez, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut se surveiller. Et c'est grâce à cette patience qu'on se surveille. Donc, si vous critiquez, reprochez, dire du mal des autres, c'est que vous êtes cette personne et ce n'est pas les autres. Faites bien attention à ça. Si on veut se changer, il faut éviter de projeter ces types de DVD. Parce que vous nourrissez sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut toujours être heureux, de voir les autres heureux. Applaudir quand il faut applaudir. Complimenter quand il faut complimenter. Et quand tu les vois malheureux? Eh bien, on est là pour les aider. On écoute leurs souffrances. Remarquez bien que la patience, on l'acquiert en aidant les autres. Mais l'impatience, on l'acquiert lorsqu'on contrôle les autres. Essayez de remarquer. Quand un chef d'entreprise contrôle ses employés, il est souvent impatient. Je veux tel chiffre, tel truc, à cette date. C'est de l'impatience, ça. Quand je contrôlais une classe, c'est l'impatience. On s'énerve. Vous voyez, quand on veut contrôler les autres, c'est l'impatience. Quand on est au service des autres, on apprend à retrouver cette nature de patience. Il faut juste voir. Okay. Oui. Moi, je suis impatient parce que j'ai peur de mourir avant de transmettre à ma fille et à mes petits-enfants ce que je sais. Dites-vous, si ce n'est pas pour cette vie, c'est pour les vies d'après. Dites-vous simplement ça. N'attendez rien, ne forcez rien. Parce que si vous forcez, que vous dites là, je me sens trop bien, je veux que mon mari, mes enfants viennent ici méditer, etc. Bien sûr, on veut toujours du bien pour les personnes qu'on aime, ça c'est logique. Mais les personnes qu'on aime ont aussi leur manière de fonctionner. Donc, on ne peut pas les obliger. On peut pas, et nous-mêmes, on ne peut pas se dire je voudrais vivre longtemps, très longtemps. Mais si les autres ne veulent pas vous écouter, même si vous vivez longtemps, voilà.
Les autres ne peuvent pas recevoir parce que leur porte est fermée. Vous ouvrez votre porte pour transmettre, mais en face, la porte, elle est fermée. Et vous ne pouvez pas forcer la porte. Écoute-moi. Vous n'allez pas dire, vas-y, je vais te punir si tu ne m'écoutes pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Donc je pense que la sagesse ici, c'est de dire, c'est pas le moment. Je fais des souhaits. Et je souhaite que ces personnes-là puissent un jour comprendre ce que moi j'ai compris. Expérimenter ce que j'ai expérimenté. Découvrir ce que j'ai pu découvrir. Traverser et grandir comme moi je l'ai fait. On peut faire ses souhaits pour ces êtres-là, mais on ne peut pas forcer. Il faut toujours laisser la liberté aux autres. Oui, mais je donne juste mon avis. Après, ils font ce qu'ils veulent. On Mais peut, faut- bien faut entendu. que je donne mon avis. N'oubliez pas, Qu'ils sachent qui est leur grand-père et qu'est-ce que pense leur grand-père. Ça, c'est Et ils un- font bien ce qu'ils veulent de leur vie. ça c'est un Et les désir. parents n'ont pas à dire aussi aux enfants ce qu'ils ont à faire, ni à les traiter de cons pour les rabasser quand les parents se rendent compte que les enfants sont plus intelligents qu'eux et qu'ils savent se servir de l'intelligence artificielle, alors que les parents lisent sur des livres et ils disent « Ah, je sais ce que c'est l'intelligence artificielle », alors qu'ils n'ont même pas un programme sur leur téléphone. Je pense qu'on est en train de mélanger. Il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, il évolue. Il évolue selon l'histoire, selon le temps, selon la technologie, selon l'intelligence qu'on a développée sur le monde extérieur. Nous, on passe notre temps. On traverse le temps, l'histoire, et on rentre dans des cases historiques de notre vie, jusqu'au moment où on peut découvrir des choses, jusqu'au moment où on ne peut pas découvrir des choses. Bien entendu, ça, on ne peut pas y changer. Mais ce qu'on peut changer, ce qu'on peut montrer aux autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est notre posture. On peut montrer aux autres comment on peut rester calme face à des situations, comment on peut accorder les choses, comment on peut accepter telle situation ou tel événement. Ça, on peut le faire à notre niveau. Mais on n'est pas là pour dire aux autres, regardez-moi comment je me comporte, regardez-moi avec mes qualités. On ne devrait jamais faire ça. On devrait juste dire, aujourd'hui, je dois me comporter. Les autres me voient ou ne me voient pas, c'est pas un souci. Me comprennent ou me comprennent pas, c'est pareil. Mais vis-à-vis de moi-même, je me respecte. Donc je dois me comporter en tant qu'être humain, avec des principes, avec des règles. C'est la meilleure façon de vivre, c'est la meilleure façon de se définir en tant qu'être humain. On n'a rien à prouver aux autres. Et c'est ça, vivre. Quand on a toujours quelque chose à prouver, si on doit toujours attendre que les autres nous regardent pour qu'on puisse se montrer, on n'a rien. Aimer une personne, c'est pas prouver notre amour à la personne. Aimer une personne, c'est par notre attitude. Comment je suis, comment je réagis, comment je vais pouvoir aider. Et sans plus, il n'y a rien d'autre. Et c'est très simple, en fin de compte. Merci. Et ça, c'est une forme de sagesse qu'on peut acquérir grâce à ce niveau de patience pour les autres. Vous savez, lorsque vous parlez et que ce n'est pas le bon moment, les choses peuvent se braquer. Et on voit les petits, ils vont exécuter, ils vont obéir, parce qu'ils sont petits. Donc on est plus grands, plus autoritaires. Donc ils vont le faire parce qu'ils ont peur de la réaction, de la punition. Ils ont peur. Mais il y a une porte qui s'est fermée. Et c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a voulu faire. Comme tout, lorsqu'on veut contrôler, la porte en face se ferme pour se protéger. Je ne sais pas si ça vous parle, mais la patience dans la pratique, elle est comme ça.
Je pense qu'on continuera la prochaine fois, parce qu'il y a encore une partie. Donc, dans 2 semaines, on continuera sur cette partie-là, si vous voulez. Donc, j'arrête ici, on va juste faire la dédicace et je vous invite, si vous voulez rester pour le goûter, en bas. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, que de bonnes choses pour vous, merci.